tisser des relations pour avoir des écosystèmes de vie bien reliés et donc avec beaucoup de justesse et de justice. Bienvenue dans Terrestre, le podcast du travail social environnemental. Prendre soin des personnes à travers leur environnement. Préserver la nature de façon solidaire. Voici ce qui définit le travail social vert ou travail écosocial. Disons-le tout de suite, il ne s'agit pas ici de parler d'une niche écologique ou d'une sous-catégorie du travail social, mais bien de repenser les principes et les pratiques des métiers du social à l'aune de l'écologie et du dérèglement climatique. Nous allons donc explorer dans les différents épisodes de ce podcast les liens étroits existants entre justice sociale et environnementale, entre rapport à l'autre et rapport à la nature. Pour ce faire, des étudiants et étudiantes du master en travail social de la HESSO iront notamment à la rencontre de chercheurs et de chercheuses, de porteurs et porteuses de projets, de travailleurs sociaux et de travailleuses sociales ou encore d'associations, afin de leur poser des questions sur leur travail à l'interface des enjeux sociaux et environnementaux. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Salomé Boxberger et Camille Delboca, toutes deux travailleuses sociales et étudiantes en master à la Haute École spécialisée en travail social. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Michel Maximéguer et Alexia Rosset pour parler de notre lien au vivant. Bonjour. 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 Alors, Alexia, tu es durabiliste avec des études de sociologie et de psychologie. Tu soutiens qu'un changement de cap collectif ne peut se faire qu'à travers un changement individuel. Et c'est en ce sens que tu œuvres notamment en tant que membre de l'équipe du Transform Action Lab au sein de l'ONG Hébert. De ton côté, Michel Maxime, tu es sociologue, éco-théologien et fondateur du laboratoire de transition intérieure qui est devenu aujourd'hui le Transform Action Lab. Tu es également l'auteur de plusieurs livres qui parlent de transition intérieure, d'éco-psychologie et d'éco-spiritualité. Qu'est-ce que ce lien au vivant? Comment l'identifier, le conscientiser, le nourrir, voire le retrouver? Et à quoi cela peut servir dans la transition écologique? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière dans ce podcast. Pour commencer, fermons les yeux et partons d'un idéal. Imaginons le paysage d'une société reliée au vivant. À quoi ressemblerait cette société? Alors, pour moi, c'est déjà aussi de se poser la question, c'est quoi le vivant, finalement, dans ce monde aussi. Et pour moi, c'est tout ce qui vit. C'est vraiment, il y a une dimension très mystérieuse dans tout ça. Dans ce vivant, il y a une dimension peut-être extérieure à nous, où on peut parler de l'environnement, parler de la nature. Et puis toute cette dimension intérieure, où ce qui vit aussi à l'intérieur de nous, où on est finalement fait de poussière d'étoiles, fait de tous les éléments naturels qui composent cette terre. Et donc tout ça forme ce lien. Et, et pour moi, alors, en fermant les yeux et imaginant ce monde, il y a différentes dimensions. Il y a à la fois être en lien avec ce qui est vivant justement à l'intérieur de soi, avec tout ce qui est ses intuitions, ses émotions, ses pensées. Il y a aussi être en lien avec le vivant humain autour de soi, avec des autres personnes, comment on peut entrer en interaction, en interrelation. Et puis tout ce qui est après, le vivant au sens plus large, avec le non-humain et cette dimension de mystère. Et pour terminer avec ça, moi j'imagine, c'est vraiment cette société reliée au vivant, où toutes les décisions qu'on prend, sont dans cette conscience que nos actes ont des conséquences sur, justement ces différentes dimensions, que ce soit humaines ou non humaines, et qu'il y a cette notion d'interdépendance qui nous relie profondément, au reste aussi, de ce vivant. Et donc c'est d'avoir, cette conscience-là et de pouvoir prendre ces décisions dans cette conscience. Et je pense qu'il y a déjà des petits espaces, des lieux comme ça où ça peut déjà se conscientiser et se passer.
et voilà, à élargir encore dans notre monde. Donc le vivant avec un V majuscule. Est-ce que, Michel Maxime, tu aurais des choses à rajouter par rapport à cette société reliée, à cet idéal? Je pense que ce qu'Alexia a dit est déjà très complet. Peut-être un point ou deux. Le premier, c'est le terme même de vivant. Bon, moi, je suis très frappé, voilà, ayant beaucoup circulé dans les milieux, l'écologie profonde, l'éco-psychologie. On parlait normalement de nature et en fait, on est dans une situation où aujourd'hui, c'est devenu très difficile de parler de nature. On nous invite même à prendre congé de ce mot, parce que ce mot induit tout de suite une forme de dualisme, c'est-à-dire de séparation entre l'être humain et le reste de la nature, et puis une forme de hiérarchie. Et c'est pour ça qu'on préfère le mot vivant, qui en fait est- nous donne une perception de quelque chose de plus inclusif et de plus égalitaire. Donc ça, c'est peut-être et c'est intéressant parce que on entend bien dans ce qu'a dit Alexia qu'un mot, en fait, est pas neutre, qu'un mot est porteur d'un imaginaire. Et je pense que l'imaginaire, quand on parle du vivant, on parle aussi de la toile de la vie, de la toile du vivant. Ça renvoie à ce qui est un petit peu, je dirais, le point de référence dans tout ce qu'il y a aujourd'hui comme réflexion dans l'écophilosophie, l'écologie profonde, c'est cette fameuse hypothèse Gaïa, c'est-à-dire cette vision de la Terre comme un organisme, mais un organisme qui est créatif, qui est symbiotique, qui est capable de s'auto-équilibrer. Et justement, c'est un mot-clé, elle l'a prononcé, le mot d'interdépendance. Dans cet organisme, tous les êtres, humains et autres humains, sont en relation d'interdépendance. Et il y a une forme d'équilibre qui est évidemment tout le temps perturbée par l'être humain. Et peut-être que moi, si j'imagine comme ça ce que c'est que cette société, ben c'est une société où l'être humain a repris sa juste place et où en fait on est dans ce qu'un philosophe qui s'appelle Abdenour Bidar appelle voilà, créer, tisser des relations pour avoir des écosystèmes de vie bien reliés, et donc avec beaucoup de justesse et de justice. Mais nous constatons malheureusement que le collectif, au travers de l'individu, est parfois en train de perdre son lien au vivant, au péril même de sa santé. Que pouvez-vous nous en dire? Alors on est dans une société que certains appellent, pour éviter des grands débats sur le capitalisme, croissanciste, obsédé par la croissance matérielle, productiviste et consumériste, hein. Consumérisme, c'est vraiment la consommation comme un mode d'être, avec une dimension de démesure. Et par rapport à ça, les éco-psychologues, qui sont ces courants où on fait des liens entre la Terre, qui a une âme, et l'âme humaine, en fait, on réfléchit à comment on en est arrivé là. Et en fait, une de leurs conclusions, c'est que l'être humain s'est déconnecté en profondeur de ce vivant. C'est-à-dire qu'il s'en est séparé. Alors tout ça, c'est une très longue histoire, mais il y a un moment qui est la modernité occidentale, à partir du XVe siècle, et c'est là en fait où on a vraiment cette vision de l'être humain qui se place au centre de tout, en dehors de la nature et au-dessus de la nature. Et cette vision-là de l'être humain par rapport au vivant d'ailleurs, qui n'est plus de vivant, qui est une nature qui a été réduite à sa dimension matérielle, qui est devenue ce qu'on sait, une marchandise, un capital, un stock de ressources, eh bien en fait, cet être humain, il va du coup, cette nature réduite à sa dimension matérielle et lui qui s'est mis en dehors et au-dessus, eh bien il va se donner le droit de l'exploiter sans limite. Et en fait, je pense que c'est cette dimension de déconnexion qui peut vraiment être une des explications du système dans lequel on est et qui non seulement nous conduit dans le mur, mais qui effectivement aboutit à travers tout ce qu'on sait des gros problèmes écologiques, aboutit à une destruction du vivant. Et justement, pour éviter de foncer dans le mur, comme tu dis, on a lu dans tes ouvrages qu'un changement de paradigme est possible. Peux-tu nous en dire plus? Alors il y a un certain nombre d'auteurs qui disent que l'humanité aujourd'hui est en fait à la croisée des chemins. Je pense à quelqu'un comme Edgar Morin, le sociologue, qui dit: «On a le choix aujourd'hui entre l'abîme et la métamorphose». J'aime bien ce mot de métamorphose, ça veut dire que l'enjeu, c'est pas simplement d'améliorer le système, mais c'est de changer de système. Et c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Et pour opérer un changement de paradigme, on doit, c'est le sens pour moi, sens fort de nos transitions, transirait, aller au-delà, eh bien, on doit travailler sur des dimensions individuelles, des dimensions collectives, des dimensions intérieures,
les dimensions extérieures. Et la grande difficulté, c'est d'articuler tout ça, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des changements de mode de vie et de comportement. D'un autre côté, il y a des mesures à prendre au niveau des lois, des technologies, des entreprises, de la politique. Mais on a aussi tout ce qu'on appelle de la transition intérieure, qui a une dimension collective, c'est la culture, c'est nos modes de pensée, c'est nos modes de connaissance, c'est nos systèmes de valeurs, et puis toutes les dimensions intérieures, avec nos désirs, nos émotions, notre conscience. Il y en a, en fait, et c'est en fait le changement de paradigme, c'est une transformation profonde qui se fait à tous ces niveaux pour passer, c'est le mot transition, de ce système qui détruit le vivant pour aller vers des sociétés qui, au contraire, vont le protéger et le défendre et vers plus d'harmonie. Et pour aller dans ce sens-là, différentes approches proposent de réenchanter notre regard sur la nature et permettre une prise de conscience de notre interdépendance au vivant. Alexia, toi qui es engagée dans le changement de cap dans le cadre de tes activités professionnelles au Transformation Lab, pourrais-tu nous donner un exemple d'approche qui accompagne ce changement de cap? Oui, alors il y a effectivement une approche, une méthodologie qui s'appelle le travail qui relie, qui commence à devenir un peu connue dans le milieu francophone. Elle a débuté dans les années 70-80 aux États-Unis avec toute cette montée en puissance de l'énergie atomique et du coup des inquiétudes aussi face à cette énergie-là et aussi au nucléaire. Et puis il y a eu de nombreuses personnes en fait qui se sont réunies, qui ont nourri ce travail qui relie. Mais je dirais qu'une des principales figures qu'on connaît aujourd'hui, c'est Joanna Macy, qui est une femme écophilosophe américaine qui vit encore aujourd'hui, qui a vraiment développé ça à la fois avec ses diverses rencontres de personnes et aussi grâce à son parcours de vie qui retrace différentes dimensions, à la fois des dimensions spirituelles avec vraiment un ancrage dans une tradition bouddhiste. Elle a aussi une tradition au protestantisme qui est présente, mais aussi dans des milieux scientifiques. Elle a fait un doctorat dans la théorie des systèmes. Et puis, c'était une grande activiste aussi, justement, anti-nucléaire. Et c'est vraiment ça c'est ce contexte-là dans lequel a émergé ce travail qui relie. Et quelle est l'idée de cette approche? L'idée, c'est vraiment de ce que disait Michel, de pouvoir participer à ce changement de paradigme. Et c'est une manière, en fait, en tant qu'individu et collectif, de participer à ça en vivant des pratiques, des expériences, des exercices plus ou moins voilà, en groupe ou individuel, mais qui se vivent en général quand même à l'extérieur. Et puis, ce travail Kibebi, il est fondé sur une spirale que l'on vit justement dans ces pratiques, qui est faite de 4 étapes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces étapes, Alexia? Avec plaisir. Donc, une des premières étapes qui est la gratitude, s'ancrer dans la gratitude, où on est dans une posture par rapport à ce qui se passe dans le monde, qui est assez difficile aussi, qui peut générer des émotions difficiles. Et c'est de voir, pas tout de suite encore le négatif, mais de s'ancrer dans ce qui est plutôt des petits cadeaux de la vie, de tout ce qu'on reçoit en fait au cours de notre quotidien. Ça peut être le fait de pouvoir avoir à manger tous les jours, de pouvoir rencontrer des personnes avec qui on croise des sourires, de pouvoir respirer simplement ou être en vie, en fait, se rendre compte de ces cadeaux-là qui vont en fait nourrir ou donner une forme de force et de courage pour les étapes suivantes. Donc c'est une étape voilà, très importante. C'est également aussi se rendre compte que dans le vivant, il y a plein de petites choses où on passe à côté tous les jours, on s'en rend même pas compte, et c'est de prendre conscience aussi de tout ce que fait la nature et le vivant aujourd'hui, ce qui nous permet aussi d'être en vie. Et puis la deuxième étape, là, on est dans honorer sa peine pour le monde. Donc on va vraiment descendre dans ses émotions. Donc on peut voilà, ressentir plein d'émotions différentes par rapport à cet état du monde actuel, qui peut être de la colère par rapport à peut-être des politiques qui n'agissent pas assez vite. Ça peut être de la puissance par rapport à un monde où on se dit mais quel est moi, qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? De la tristesse par rapport à une forme de destruction en cours à laquelle on assiste. Voilà, il y a beaucoup d'émotions c'est autour, de la peur d'un futur incertain, etc. Et donc là, cette étape aussi primordiale va permettre de
alors à la fois de pouvoir les accueillir, ces émotions, mais aussi de pouvoir les exprimer en groupe. Et ça, c'est aussi un travail collectif qui est très important. Et on appelle ça, nous, moi j'aime bien ce mot, le compostage des émotions. Comme un compost, en fait, on va transformer ça en une forme d'engrais pour les étapes suivantes. Donc là, on passe au changement de regard, qui est la troisième étape. Oui, alors là, on va essayer de déconstruire en fait toutes les normes, le système de valeurs, à la fois culturelles, sociales qu'on a hérité pour pouvoir, se repositionner. Quelle est notre place dans ce monde vivant justement? Comment on peut aussi prendre conscience des êtres non humains, des générations futures qui sont pas encore présentes, sur cette terre, mais qui vont du coup, c'est subir les conséquences. Aussi, comment on peut prendre, la sagesse de nos ancêtres dans tout ce qu'on a à faire. Et puis tout ça pour aller vers la dernière étape qui est aller de l'avant, donc vraiment s'engager, être dans l'action et puis, voilà et mettre un pas concret, dans une forme de voilà, mettre sa pierre à l'édifice et là, il y a moult aussi, manières de s'engager. C'est un peu de voir qu'est-ce qui est juste pour soi et donc pour terminer là-dessus, vraiment ce qui est important dans le travail qui relie, c'est que c'est pas une démarche de développement personnel parce que cette dernière étape de l'action, c'est vraiment de pouvoir s'engager dans ce changement de paradigme et dans un changement de société plus global. Merci beaucoup pour ces apports très enrichissants. Alors avant de conclure, nous aimerions revenir au contexte dans lequel nous créons ce podcast, donc un atelier de recherche en travail social environnemental dans le cadre de notre master. Dans notre quotidien de travailleuse sociale, nous avons remarqué que le sujet de l'environnement est assez difficile à mobiliser. Et donc, notre question maintenant, c'est comment introduire ces connaissances et ces pratiques dans le milieu de la formation. Eh bien, bon, juste une ou deux pistes et puis Alexia pourra compléter. Moi, je pense on a parlé à un moment donné de cette réalité de notre déconnexion, une déconnexion systémique de l'être humain par rapport au reste du vivant. Alors, je pense qu'on peut faire évidemment des cours sur la transition, sur la durabilité, forte ou faible, le développement durable, etc. Mais je crois que ce qui serait vraiment très intéressant, et là il y a beaucoup à inventer, à innover, c'est de pouvoir créer des espaces qui vont permettre de faire une expérience de reconnexion avec la vie. Donc pour moi, beaucoup plus que voilà, de remplir la tête avec plein de notions, de chiffres, de concepts, c'est vraiment d'ouvrir un espace pour pouvoir vivre une expérience sensible de relation à la nature, de relation vivante. C'est-à-dire que la nature n'est pas juste un problème ou un ensemble de problèmes à résoudre, mais c'est un milieu à vivre. Et donc, par rapport à ça, il y a plein de possibilités, de pratiques qui sont à disposition. Le deuxième point pour moi, c'est de sortir d'un enseignement et d'une éducation qui est très centrée sur la rationalité logique pour justement pouvoir mobiliser toutes sortes d'autres intelligences. Alexia en a parlé que le travail qui relie, en particulier l'intelligence sensible, sensorielle et émotionnelle. Et puis pour moi, le dernier point, c'est que si on entre dans cette démarche-là, l'enseignant par excellence, c'est le vivant lui-même, c'est la nature elle-même. Une nature dont on va apprendre justement connaître les lois et puis s'inspirer de sa sagesse. Merci. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Alexia? Ce qui me fait beaucoup, qui résonne beaucoup dans ce que dit Michel, c'est cette pédagogie qu'on essaye justement de mettre dans nos activités aussi de tête, cœur, main ou tête, cœur, corps. C'est exactement ça aussi de sortir un peu de ce mental et puis de toucher en fait, par l'expérience, par l'expérimentation, aussi les différentes dimensions et puis d'être aussi avec le corps. Enfin, je crois que c'est de pouvoir élargir aussi, la manière dont on perçoit aujourd'hui la pédagogie et comment on peut transmettre des savoirs, qui me semble aussi, hyper, intéressant de valoriser en fait d'autres formes de savoir. Super. Donc, on peut voir que la question de la transition écologique au sein des hautes écoles et de la formation reste au cœur des débats et que le changement de paradigme ainsi que le lien au vivant dont nous avons parlé pendant ce podcast serviront grandement à nourrir les formations de demain.
Merci Alexia, merci Michel Maxime pour votre participation engagée à ce podcast qui traite de notre relation au vivant et de notre désir à nous engager pour la transition. Merci. Merci. Si ce sujet a piqué votre curiosité, vous trouverez en description de ce podcast plus d'informations sur le Transform Action Lab pour lequel Alexia Rosset collabore et également une série d'ouvrages écrits par Michel Maxime Heger ainsi que son site internet. C'était Salomé et Camille pour le podcast Terrestre. Merci de votre écoute.